Vous écoutez l'épisode 132 du podcast Mes trucs de prof avec Marie-Camille Couder et nous parlons de classe adaptative. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Dans cet épisode, Marie-Camille Couder, qui est prof et formatrice, partage avec nous sa pratique de classe qu'elle appelle la classe adaptative. Elle nous explique comment elle a conçu ce système d'enseignement pour mieux s'adapter aux besoins de ses élèves et sortir d'un enseignement simultané où tous les élèves font la même chose en même temps. Vous retrouverez peut-être dans ses propos des pratiques que vous faites déjà dans vos classes ou que vous avez vu faire mais sous d'autres appellations. Et c'est justement ce que j'ai trouvé intéressant en invitant Marie-Camille au micro du podcast, c'est qu'on parle de la même chose mais parfois avec un vocabulaire différent. Bonjour Marie-Camille, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. On va parler de classe adaptative. Est-ce qu'avant de commencer, tu voudrais bien en quelques mots te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Bonjour Émilie, je suis ravie d'être là avec tous les auditeurs et les auditrices. Moi je suis donc Marie-Camille Couder, j'ai enseigné la physique-chimie pendant 18 ans, de 2004 à fin 2022, fin août 2022. Et donc là, ça fait depuis septembre 2022 où je suis en disponibilité de l'éducation nationale pour aider les enseignants à retrouver du plaisir en classe et du temps pour eux, notamment grâce à la classe adaptative. Ouais. Et donc, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, en fait, toi, tu as développé une pratique de classe que tu appelles classe adaptative et qui consiste en gros, mais tu as précisé, à s'adapter aux différents besoins des élèves. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'en es arrivé à ça ? Ça a été un chemin long, parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver. L'idée de base de la classe adaptative, c'est de changer, c'est-à-dire que aujourd'hui, la forme scolaire et la façon dont on enseigne correspond à une toute petite frange des élèves, c'est-à-dire les élèves qui peuvent bien travailler à la maison, qui ont compris ce qu'on leur demande, qu'on les implicite, qu'on les compétences psychosociales. Et ça, on le voit parce que il y a de plus en plus d'élèves qui sortent du cadre. Alors, on leur met des étiquettes, ils peuvent être 10, ils peuvent être HPI, ils peuvent être autre chose, ils peuvent défavoriser. Les étiquettes changent beaucoup, mais on a de plus en plus d'élèves qui ne rentrent pas dans ce cadre. Et plutôt que de multiplier le nombre d'étiquettes et multiplier le nombre d'adaptations de ce cadre, en fait, la classe adaptative, c'est de dire, en fait, on va mettre un cadre beaucoup plus large dans lequel beaucoup d'élèves vont rentrer et du coup, ça nous fera moins de travail en plus. À nous, tout le monde sera mieux. Cette idée, elle m'est venue quand j'ai commencé à enseigner en 2004. Moi, je venais du monde de l'animation. Donc, je savais que je voulais devenir enseignante pour enseigner à des adolescents. Enfin, c'était vraiment pour ça que je voulais continuer à être au contact d'enfants, d'adolescents, etc. Et donc, en à peu près un an, j'ai commencé contractuel avec des petits remplacements de 2-3 semaines, puis à mesure stagiaire. Donc, j'ai eu mon premier poste à l'année, je dirais au mois de février de mon année de stage. Donc, ça faisait à peu près un an que j'enseignais. Je me dis, ça y est, j'ai trouvé. Ça se passait super bien avec les élèves. J'avais la gestion de classe. Comme je dis, du monde d'animation, ça se passait bien. Le directeur était venu dans ma salle. Il était sorti en disant, mais c'était génial, votre cours, c'était passionnant. J'ai appris des choses. Merci vraiment d'être faite pour l'enseignement. Je me dis, ça y est, je vais pouvoir avoir tout le reste de ma carrière tranquille. J'ai trouvé comment enseigner. Et j'ai fait un contrôle. Et alors là, bim, grosse. Je pense qu'on a tous eu en tant qu'enseignant cette décomposition de « Ah, ils ont compris » et en fait, on met le contrôle et « Ah, en fait, ils n'ont pas compris. » Il y en a 5 qui ont compris. Les 30 autres, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça a été le moment où je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas passer à la séquence d'après
alors que j'ai que 5 élèves qui ont compris, c'est juste pas possible. Donc, j'ai testé plein de choses. J'ai changé mon système d'évaluation en passant ce que j'appelle en évaluation constructive, en arrêtant de pénaliser l'erreur. Et en 2019, je me suis dit, mais il y a moyen de tout changer plus et de faire un fonctionnement, un système d'enseignement qui est basé non pas sur la façon dont on voudrait que ça marche et historiquement, etc., mais comment fonctionne le cerveau des élèves. Et je me suis penchée là-dessus. OK, ça marche comment l'apprentissage? Comment est-ce que ça marche la mémorisation? Qu'est-ce qu'il y a dans ce cerveau d'élève, quoi? Et je suis partie de ça pour créer un système d'enseignement, donc la classe adaptative, qui en fait s'adapte à la façon dont l'élève apprend. Et en le mettant en classe là, en 2019, j'ai vu que c'était ce qui se passait, c'était incomparable. Les élèves retenaient leurs cours. Enfin, à la fin de l'année, ils connaissaient les cours du début d'année, d'une année sur l'autre. Ils étaient capables de me dire ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Et donc, mais ça, voilà, il m'a fallu beaucoup de tâtonnage, de tâtonnement, de chercher des essais-erreurs en classe pour arriver à trouver ça. Ouais. C'est génial parce que moi, quand je t'entends parler, je repense aussi aux questionnements que j'ai eus au cours de ma carrière, sauf que toi, tu étais dans le secondaire et moi dans l'enseignement primaire. Et finalement, on voit que il y a des invariants qui sont liés du coup aux modalités d'apprentissage. On rencontre les mêmes obstacles, les mêmes difficultés, et que quel que soit le nom qu'on met derrière, en tout cas cette idée d'enseigner en s'adaptant aux élèves et en leur proposant des parcours qui leur conviennent, des modalités qui les aident à apprendre et à progresser et à ne pas en laisser les trois quarts sur le côté, mais essayer de faire progresser tout le monde. Du coup, c'est une boussole qu'on a toi et moi dans nos façons de faire. Et je trouve ça hyper intéressant de voir comment t'as avancé vers ça. Mais c'est exactement ça ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense qu'en tant qu'enseignant, tous, on ne veut pas laisser des élèves sur le bord de la route. Enfin, je veux dire, on n'est pas devenu enseignant en se disant allez, je vais enseigner aux 10 qui arrivent dans ma classe et puis les 20 autres, on s'en moque. Non, on a tous à cœur de les faire réussir chacun. Mais on est dans une forme scolaire, c'est exactement ce que tu dis, qui, par défaut, en laisse 75% sur le bord de la route. Et on s'épuise à adapter des trucs pour ces 75%, alors que c'est beaucoup plus efficace et moins épuisant, en fait, de juste changer pour qu'il y en ait beaucoup plus qui rentrent de fait, quoi. C'est exactement ce que tu dis. Et en plus, et là, dans ce que tu dis, il y a aussi cette idée que ça crée de l'insatisfaction chez tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait, on se sent pas bien quand on constate et qu'on se sent impuissant. Et donc c'est vraiment cette idée de dire comment je peux gagner, comment je peux prendre un peu de distance avec ce qu'il faudrait faire, et là je mets des guillemets, et m'autoriser à faire autre chose, m'autoriser à tâtonner comme tu l'as dit, à essayer des choses pour pouvoir moi me sentir plus à l'aise et plus en congruence avec ce que je veux dans ma pratique, ce que je veux pour les élèves, et faire aussi progresser les élèves. Et j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos sur YouTube, et il y en a une où tu prends la métaphore de la cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, et où tu dis, en fait, à la manière d'une cuisinière, en l'occurrence, tu adaptes ton menu pédagogique, le menu pédagogique de ta classe, finalement, aux différents régimes alimentaires, c'est-à-dire aux différents besoins des élèves. Et je trouvais que l'image, en tout cas, était plutôt parlante. En fait, l'idée, justement, c'est de sortir de cette adaptation. En fait, en tant que prof, dans la forme scolaire classique, on fait un plat unique. On fait un cours qui est même pour tout le monde en enseignement simultané. La façon dont la forme scolaire est traditionnelle, il y a l'enseignement simultané, c'est que tout le monde fait la même chose en même temps. Il y a un groupe classe. On voit bien, on peut remplir un cahier texte où on dit ce que le groupe classe a fait. Super. Je ne sais pas quel est cet élève qui t'appelle groupe classe, mais quand tu regardes dans ta classe, t'as personne qui fait ça. Ils font tous des trucs différents. Et s'il fallait que tu remplisses, donc en fait, tu peux pas remplir ton carnet de texte en disant ce que chacun a fait, qu'est-ce que chacun des 35 élèves a fait, donc c'est compliqué. Du coup, quand tout le monde fait la même chose, on a cette illusion que ce qu'on fait, c'est ça. On l'entend bien en salle des profs. Est-ce que tu vas finir le programme cette année? C'est le prof qui finit le programme. En fait, on s'en moque que le prof finit le programme. Ce qui compte, c'est ce que les élèves. Et donc, c'est vraiment ça, l'enseignement simultané et la forme scolaire traditionnelle, il y a le même plat pour tout le monde. Et c'est ce que tu dis. Et il y en a qui arrivent, ils sont intolérants au gluten, il y en a, ils mangent pas de légumes, il y en a, ils mangent que du chocolat. Et en fait, du coup, tu adaptes. Si tu restes sur ce principe du plat unique, tu passes ton temps à adapter ta recette au régime alimentaire de tous les ans. Et en fait, c'est ce que tu dis, ça t'épuise. Non seulement c'est pas satisfaisant, mais en plus c'est épuisant. Tu passes pas du temps avec tes élèves. Tes élèves, une fois qu'ils ont le plat en face d'eux, ils ont encore besoin d'aide. Ils ont encore besoin de toi pour leur expliquer comment le manger, etc. Mais tu n'es pas là, puisque tu es en cuisine. Et ça marche pas. Et donc, la classe adaptative, c'est dire, on va faire un buffet.
Le prof, il va pas aller regarder ce que chacun aime, etc. On s'en moque. Il va faire un buffet où il y a à manger pour tout le monde, à tous les niveaux. Et une fois que ça s'est cuisiné, il va passer du temps avec les élèves à leur dire, bah, ok, toi, vu là où t'en es, ce qu'il faut que tu manges, c'est ça, ça, ça. Toi, ton menu, c'est ça, ça, ça. Et donc, en fait, on passe un peu plus de temps en cuisine au début, parce que bah, c'est plus long à faire, hein, un buffet avec plein de petites bouchées que de prendre un gros plat. Mais une fois qu'on a fait son buffet, il est fait. Et on peut aller s'occuper des élèves. Et il n'y a plus de notion de différenciation. Tout le monde mange au même buffet. La différenciation. Et puis, au plus, on peut apprendre aux élèves à dire, OK, mais apprends à te connaître. Toi, en fait, ce que tu aimes, c'est ça. Donc, ce que tu vas aller manger, c'est ça. Et on n'est pas obligé de préparer des nouveaux plats pour lui, parce que c'est déjà sur le buffet. Et si on file la métaphore, je trouve que même du point de vue de l'enseignant et de la préparation, quand tu es dans un buffet à volonté, par exemple, tu passes pas ton temps à faire du réassort de tout le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'épuise, tu as un petit plat à aller remplacer et puis t'es plus disponible. Tu remplaces pas tout le buffet de A à Z tout le temps. Oui, c'est ça. Et en plus, tu as ce côté sur la tête de classe, tu vois, par exemple, on le voit beaucoup. Sur la tête de classe, en enseignement mécanique, OK, ils ont fini de manger. Tu fais quoi? Tu es obligé de retourner en cuisine pour leur refaire des choses, ou alors ils s'ennuient. Et le nombre de classes où la tête de classe s'ennuie, c'est astronomique en fait. Et en fait, on a l'impression que les élèves, ils s'ennuient jusqu'au moment où le niveau monte et deviennent mauvais, et du coup, ils s'écroulent et puis ils sont réorientés. C'est un petit peu le parcours classique d'un élève, tu vois. Et ça commence aussi par leur dire au moment où vous êtes en tête de classe, allez manger plus, quoi. Voilà, il y a un grand buffet, allez en chercher plus, ou même pourquoi pas, aller cuisiner pour les autres élèves et se servir de la tête de classe pour aller approfondir, enrichir, etc. quoi. Et là, j'aime trop ce que tu viens de dire, ou même aller alimenter le buffet, c'est-à-dire que tout le monde devient aussi engagé et partie prenante de son apprentissage, et aussi, tu vois, on parlait de groupe classe tout à l'heure, mais pour le coup, en termes humains, devient... Comment dire ? Moi, je parle de communauté de classe. Voilà, exactement. Et j'aime beaucoup ce mot. Voilà, le groupe classe, ça n'existe pas. Il n'y a pas un élève qui le ferait. Mais la communauté de classe, elle existe. Et en enseignement simultané, on ne la fait pas vivre, puisque de toute façon, c'est le prof qui fait tout. Donc, c'est juste des élèves alignés qui sont des sortes d'exécutants. Et l'idée là, voilà, c'est ça, c'est de reprendre la communauté de classe où on est là pour apprendre tous ensemble. Le prof, il peut faire des choses, mais les élèves peuvent aussi s'apprendre les uns les autres, dire moi j'ai essayé telle association, ça marche, tu pourrais essayer ça. Voilà moi ce que je fais moi, et de faire vivre cette communauté d'apprentissage qu'est la classe, c'est exactement ça. Ouais. Et ce que tu dis dans tes principes de classe adaptative, ça me fait beaucoup penser à ce qui se fait aussi dans le primaire quand on parle de classe flexible, etc. Si ce n'est que derrière classe flexible, il y a une deuxième idée parfois qui est l'idée des assises flexibles. Mais si on enlève ça, dans le fonctionnement, le fait de trouver aussi un peu chacun ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Et du coup, là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est, on en parle pas mal en primaire, il y a plein de choses différentes, plein de pratiques différentes qui pourraient être assimilées à ça. Dans le secondaire, un peu moins. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme piste pour commencer si on est dans le secondaire et qu'on a envie de désimultanéiser sa classe? Ce serait quoi les premières étapes? Alors, pour moi, la première étape, elle est de construire un tableau de pilotage. C'est-à-dire qu'en enseignement simultané, comme tout le monde fait la même chose et qu'on part du principe que l'élève, c'est le groupe classe cloné, ce qui est important à connaître, c'est ce que l'élève fait, ce que le groupe classe fait. Tu regardes, est-ce qu'ils ont bien travaillé aujourd'hui? Ça veut dire est-ce qu'ils ont bien fait ce que je leur demandais de faire? Et après, on leur fait passer une performance, un contrôle, est-ce qu'ils performent? Et on regarde s'ils ont performé. S'ils ont fait et performé, tout va bien. S'ils ont fait et pas performé, c'est qu'ils manquent de travail à la maison. Et s'ils n'ont pas fait et pas performé, c'est qu'ils ne sont pas investis. Caricature, mais c'est un peu ça. En classe adaptative, ce que tu veux savoir, c'est pas ce que l'élève a fait. Ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'il a appris. Et on passe d'un pilotage à l'activité à un pilotage à l'apprentissage. Qu'est-ce que l'élève a vraiment appris? Et quand je dis l'élève, c'est pas le groupe classe. C'est qu'est-ce que chacun de mes élèves sait et maîtrise et ne maîtrise pas. Où est-ce qu'ils en sont chacun de mes élèves sur leurs apprentissages. Et en fait, c'est à partir de ça, c'est à partir de ce diagnostic précis sur chacun des élèves. OK, toi, en fait, la notion que tu maîtrises pas, c'est ça. Donc, sur le buffet, ce que tu vas devoir aller chercher, c'est ça. C'est indispensable, cet outil de diagnostic qui permet le pilotage à la fois pour le prof et pour l'élève.
Donc, on va piloter à l'évaluation. On va être sans cesse en train d'évaluer ce que les élèves maîtrisent et donc ne maîtrisent pas, pour qu'ils puissent aller chercher en autonomie sur leur buffet ce qu'il manque. Et ça, je dirais que c'est la première étape, c'est sortir de l'évaluation la performance, regarder comment ils réussissent un contrôle, pour aller sur l'évaluation des apprentissages. Qu'est-ce que chacun de mes élèves maîtrise et ne maîtrise pas. Donc ça, c'est ce que je fais en évaluation constructive. Il y a d'autres moyens de le faire, par exemple en primaire, ça passe par les ceintures, ça peut passer par les ceintures, ça peut passer par les carnets de réussite. Tout ça, c'est des façons d'avoir un outil de pilotage à l'évaluation. Mais ça, c'est vraiment la première étape. Pour pouvoir aider les élèves à savoir piloter leur apprentissage, il faut leur donner un outil pour piloter cet apprentissage. L'idée, c'est aussi de changer de regard sur l'évaluation et de pouvoir voir cette évaluation non plus comme ce qu'on a connu, nous, en tant qu'élèves, ou ce qu'on a eu l'habitude de faire, et aussi de faire changer le regard des élèves sur cette évaluation qui est souvent anxiogène. Enfin, ils révisent pour l'évaluation, ils révisent pas forcément pour apprendre. Donc, il y a tout ce changement de regard de la part de tout un chacun, finalement, sur l'évaluation pour arriver à ce que tu appelles l'évaluation constructive. C'est exactement ça. Je pense que le plus grand changement de regard, il vient de la place de l'erreur. Quel que soit le système d'évaluation qu'on choisit, ceinture de Freinet, évaluation constructive, carnet de réussite, ou autre chose qu'on invente complètement, ce qui est important, c'est que l'erreur ne soit pas pénalisée. En fait, on a l'habitude de voir l'évaluation, on voit bien en secondaire, on parle de contrôle. C'est-à-dire l'évaluation, c'est un moyen de contrôler que l'élève a bien appris. Cette vision, elle est complètement dépassée, notamment les neurosciences cognitives, ça fait 20-30 ans qu'on dit ce n'est pas ça. L'évaluation, c'est déjà le premier levier de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage commence au moment où il y a l'évaluation. Déjà, si tu fais ton contrôle en fin de séquence, bah, c'est fini. Ton apprentissage, il commence à la fin de la séquence. Donc, au moment où tu dis on passe au chapitre d'après, c'est dommage, c'est le moment où les élèves commencent à apprendre. Et en fait, l'élève, il apprend avec le feedback qu'il reçoit en étant évalué. Donc, tant que tu n'es pas évalué, il n'y a pas vraiment d'apprentissage qui se fait. Et donc, l'évaluation, c'est aussi le moyen le plus efficace. Ça, on le sait depuis les années 90, je crois, 95. C'est le moyen le plus efficace pour faire apprendre quelqu'un. Si tu veux faire apprendre quelqu'un de façon efficace, tu n'as pas besoin de faire des cours, des trucs, des machins. Tu fais juste plein d'évaluations et il apprendra plus vite. Pour faire ça, c'est important que l'erreur ne soit pas pénalisée dans ces évaluations. Parce que ce qui se passe dans un système classique, notamment en France, c'est comme les élèves, comme il y a une moyenne et que du coup, ça compte pour la moyenne, chaque erreur est pénalisée et du coup, les élèves ne cherchent à ne pas se tromper. Ils ne cherchent pas à avoir les bons résultats, ils cherchent à ne pas avoir d'erreur. Or, c'est l'erreur qui permet l'apprentissage. Et c'est en forçant les élèves à l'erreur qu'on les fait apprendre le plus efficacement. Et donc, pour moi, ce changement de posture, il vient de là. C'est-à-dire que tant qu'on a un système d'évaluation qui pénalise l'erreur, par exemple, ce que j'appelle l'évaluation sommative moyennée, hein, tu vois, tu fais un contrôle, tu fais une séquence, à la fin, tu fais un contrôle, que tu appelles évaluation sommative, à la fin, tu fais une moyenne, évaluation sommative moyennée, mais là, l'erreur est pénalisée. Si l'élève se plante en contrôle, sa moyenne descend. Tant que tu as ce système-là, un système qui pénalise l'erreur, en fait, tu pénalises l'apprentissage, puisque l'apprentissage a besoin de l'erreur. Ce que je dis, l'erreur, c'est pas un sous-produit de l'apprentissage. C'est pas un truc qui arrive, c'est normal quand on apprend, il apprend, c'est normal, il se trompe. Non, l'erreur, c'est le carburant de l'apprentissage. Tant que tu ne te trompes pas, tu n'apprends pas. Ouais. Et donc, tant que nos élèves essayent au maximum d'éviter de se tromper, en fait, ils sont en train d'éviter d'apprendre. Et c'est ça le changement de posture le plus important, je pense, vraiment dans le rapport à l'évaluation. Mais pour te raconter une anecdote qui m'est arrivée, moi je me souviens l'année où je me suis dit, j'ai tenté plein de trucs, tu vois, de 2007 à 2005 à 2014, j'ai tenté plein de trucs. Et en 2014, j'ai eu cette intuition, je me suis dit, ok, je ne veux pas pénaliser l'erreur. Et du coup, j'ai inventé un système qui depuis a été beaucoup simplifié, beaucoup raffiné, mais juste j'ai dit aux élèves, vous pouvez rendre ce que vous voulez, quand vous voulez. Si c'est réussi, je vous valide. Si c'est pas réussi, vous pouvez recommencer. Et tout est facultatif. Vous pouvez faire ça quand vous voulez, chez vous, en classe. Rendez ce que vous voulez. Et en 15 jours, le changement dans la classe a été impressionnant. Pour te raconter, tu vois, on partait en voyage de classe vers le 20 septembre. Tu vois, il y avait un gros voyage de classe. Toutes les premières, j'étais en première S, tu vois, à l'époque. Gros voyage de classe. Donc, on part les 5 bus, toutes les classes de première. Et les élèves me poursuivaient dans le bus. Ils cherchaient mon bus le matin. Tu vois, ils me poursuivaient pour me donner leur devoir maison. Ouais, Madame Couder, j'ai un devoir maison à lui donner. Tu vois, waouh. Et
Et les collègues étaient là, mais Marie-Camille, t'abuses, on est en voyage scolaire, pourquoi tu leur donnes un devoir maison à faire pour aujourd'hui? Je leur dis, mais en fait, il n'y a pas de date limite, ils le font pour quand ils veulent. C'est eux qui ont décidé de le faire pour aujourd'hui. Et ils me disent, non, mais c'est quand même, c'est vache. Je leur dis, mais tu sais quoi le pire? Ils sont tous facultatifs. Les élèves me poursuivaient dans le bus pour me rendre des devoirs maison facultatifs. J'adore. Non, mais j'adore. C'est ça le pouvoir de remettre l'erreur à sa place. Ouais. Très puissant. Et tu vois, tu parlais de carburant, tu as dit tout à l'heure que l'erreur, c'est le carburant de l'apprentissage. Et pour filer encore cette métaphore, moi, ce qui me venait, c'était aussi de te dire que l'évaluation, finalement, c'est la jauge à essence et qui te permet aussi de savoir où t'en es, de savoir si tu dois refaire le plein, et du coup, de voir ça comme ça, dans ce que tu dis là, de pas pénaliser l'erreur et de faire en sorte que l'erreur, elle soit vertueuse en fait, et que les enfants presque qu'ils soient contents, enfin les élèves qui soient contents de faire des erreurs, qui soient contents d'apprendre et qui s'en servent. C'est pas je reçois mon évaluation, je la range dans mon sac parce que je suis trop dégoûtée. C'est je la regarde attentivement parce que je sais que grâce à elle, je vais pouvoir choisir mon menu d'apprentissage ou progresser ou savoir sur quoi je vais pouvoir mettre mon attention, fournir des efforts, etc. quoi. Exactement. Un autre outil qu'on a chez les profs heureux qui sont les profs que j'accompagne, c'est l'approche du plombier. Vas-y. L'approche du plombier, c'est ça, c'est de dire en fait quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, donc là on est un peu plus large que l'erreur, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, que ce soit l'élève, que ce soit dans ta classe, tu peux voir ça comme comme un éducateur. Enfin, souvent, on entend ça dire, ça marche pas, c'est de la faute de qui? Est-ce que je suis un bon prof? Est-ce que l'élève travaille suffisamment, etc. L'approche du plombier, elle est complètement différente. C'est quand il y a une fuite, il va pas commencer à se dire, est-ce que vraiment je fais mon boulot de plombier? Non, il va regarder, ok, qu'est-ce qui fuit? Ensuite, il va mettre une nouvelle pièce. Il va essayer. Si ça fuit, il va se dire, ok, ça continue à fuir, je vais changer. Et si ça fuit plus, il est là, c'est cool, ça marche, tu vois. Et pour les erreurs, c'est juste des fuites, tu vois. Et nous, en tant qu'enseignants, on peut prendre cette approche du plombier. Ok, mais j'ai un problème de gestion de classe, mes élèves ne font pas ce qui est demandé, typiquement. Traditionnellement, on a tendance à se dire, mais est-ce que c'est moi qui ne vais pas bien, ou est-ce que c'est eux, où est le problème? Mais les élèves ne sont pas tels que je voudrais imaginer, les parents ne font pas suffisamment les élèves, etc., qui en fait ne mènent à rien. Et le plombier va juste dire, ok, j'ai un problème, manifestement, il y a des erreurs, les problèmes de comportement, ce sont des erreurs dans des savoir-faire de comportement. Qu'est-ce que je peux mettre en place, en classe, qui change ça? J'essaye, ça marche pas. Et on peut en discuter avec les élèves. Avec les profs, on discute beaucoup aux élèves. Les profs me disent, mes élèves travaillent pas, ils n'arrivent pas à faire ci, ça. Je dis, ok, est-ce que tu as mis un questionnaire en ligne? Est-ce que vous avez réfléchi à pourquoi? Est-ce que tu as envie de travailler? Est-ce que tu as envie d'augmenter tes notes? Est-ce que ça te convient, ce que tu as? Et vraiment avoir cette approche très analytique et sortir du jugement surtout qui en fait ne mène à rien, quoi. Qui est une impasse à la fois pour les enseignants, parce que du coup, le jugement, on se juge beaucoup en tant qu'enseignant. Comme c'est toi qui disais, faire bien ce qu'on me demande, est-ce que je suis bien dans les clous? Et aussi pour les élèves, quoi. Ils sont là pour apprendre et c'est normal qu'ils fassent des erreurs. En fait, c'est plutôt bon signe. Enfin, c'est un très bon signe qu'ils fassent des erreurs. Et si les seuls élèves qu'on accepte en classe, c'est ceux qui sont capables de ne pas faire d'erreurs, l'école ne sert plus à rien. Ouais. Et c'est vraiment incarner l'état d'esprit de développement. J'ai un épisode dessus dans le podcast, mais c'est vraiment l'incarner pour soi en tant qu'enseignant, l'incarner aussi pour les élèves. Quand on parle du statut de l'erreur et du fait que l'erreur en fait c'est ton tremplin pour la suite et que tu finis par kiffer l'erreur. Mais merci l'erreur. Et donc en fait c'est tout ça quoi. C'est vraiment un changement de paradigme ou un changement de voir les choses, en fait, c'est juste regarder la situation autrement. Il y a la même situation, l'élève, l'erreur. Dans une de tes vidéos, tu parlais d'enseignement granulaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu mets derrière ce mot? L'enseignement granulaire, ça vient vraiment avec cette histoire de buffet. Tu vois, si tu fais des bouchées qui sont trop grosses pour les élèves, du coup, on n'est plus sur un apéritif dînatoire, quoi. Il faut s'installer à table, une cuillère, une fourchette, et puis tu mets trop d'ingrédients, du coup, il y a des élèves qui vont pas le manger. Donc, les granulaires, c'est vraiment ça, c'est de faire des bouchées d'apprentissage. Et en fait, ce qui se passe quand tu as un grand plat, quand tu vois que tes élèves le mangent pas, tu sais pas pourquoi.
sais pas quel ingrédient, quelle cuisson, etc. Et donc, quand tu fais une grosse activité où tu vois que les élèves n'y arrivent pas, c'est compliqué l'analyse, tu vois. C'est compliqué de faire un plombier quand il y a un système complexe. Et donc, l'idée de ces bouchées d'apprentissage, c'est vraiment des petites bouchées que les élèves, que tu peux améliorer complètement d'année en année, sur lesquelles les élèves sont autonomes, ils peuvent aller les manger tout seuls. Et c'est ça vraiment la construction. Et c'est comme ça aussi que tu vas améliorer ton expertise professionnelle et didactique, en regardant ce qui marche pas, et faire des essais-erreurs sur des petites bouchées plutôt que sur des gros systèmes. Et c'est vraiment ça la classe adaptative, c'est qu'il y a une grande structure qui est assez rigide, qui paraît rigide, mais en fait dedans on met des petites bouchées, et ça, les petites bouchées, on est tout le temps en train de les modifier pour les adapter au mieux à nos élèves. Et puis, ça me fait penser là à cette nécessité d'être capable de découper en petites bouchées, en petites compétences. Souvent, on est dans des gros chapitres, dans des gros thèmes, sans avoir identifié précisément les différentes compétences qu'on a besoin de maîtriser pour atteindre tout ça. Parce que parfois, finalement, il y a un élève qui va être en difficulté sur une ou deux compétences, mais les autres, ça va, mais il n'a pas le moyen de savoir quand il reçoit sa note globale, il ne sait pas si c'est cette partie-là qui fonctionne ou pas. Et donc, là, il y a une vraie compétence d'enseignant à être capable de saucissonner, de découper tous les grands savoirs, les grands chapitres en petites bouchées, justement. J'aime bien ton image. En classe adaptative, on a plusieurs cadres qui permettent justement de faire ce découpage en petites bouchées qui sont opérationnelles pour les élèves et qu'on peut améliorer en amélioration continue pour les enseignants. Le premier, c'est vraiment qu'on va regarder savoir-faire, compétences. Pourquoi ? Parce que savoir et les savoir-faire, ça a un sens au niveau mnésique, puisque les savoirs, c'est ce qui est ancré en mémoire sémantique. Les savoir-faire, c'est ce qui est ancré en mémoire procédurale. Et l'ancrage mnésique se passe pas exactement de la même façon dans l'un et l'autre. Et donc, on va découper les savoirs en grands concepts, en grandes idées dans la mémoire sémantique pour créer un réseau de connexion de concepts. Et on va faire des banques d'exemplaires, des banques d'exercices corrigés avec des critères qui sont toujours les mêmes, pour faire la réduction cognitive sur les savoir-faire. Et souvent, les enseignants, on a l'impression que si on fait du saucissonnage, etc., ça va devenir chiant pour les enfants, ils vont être juste capables de faire de l'application, etc. Et ça, c'est si on s'arrête là. Mais en fait, bien sûr, faut pas s'arrêter là. On veut pas juste que les élèves soient capables de faire des exercices de classe. Ce qu'on veut, c'est que les élèves soient capables de utiliser ce qu'ils ont vu en classe dans des situations réelles qui correspondent à des vrais enjeux où ils voient le lien, pourquoi est-ce qu'on fait ça en classe. Et c'est pour ça que la troisième étape, qui est les compétences, qu'on fait en classe adaptative sous forme de tâches complexes, c'est vraiment comment les élèves vont utiliser les savoirs et les savoir-faire qu'ils ont vus avant pour résoudre des problèmes réels ou des problèmes qui sont liés. Par exemple, un exemple de tâche complexe en physique, ça va être de dire, trouvez-moi 3 façons de montrer qu'il y a de l'air dans cette seringue. En français, ça va être justement de demander aux élèves d'analyser un texte ou alors de trouver un texte qui leur parle ou de choisir un livre. Ça va être des choses qui vont être beaucoup liées à quoi sert en fait notre discipline. Mais c'est important de le faire à la fin. Et c'est important de voir pourquoi l'élève n'y arrive pas, parce que c'est tel bouchée qui maîtrise pas, etc. Et de faire ce lien pour aller jusqu'au bout de l'apprentissage. Mais c'est important de faire les étapes avant, parce que ce qu'on voit avec les recherches en neurosciences cognitives, c'est que même si tu sais lire, si demain je te donne une notice d'un climatiseur, tu vas pas le comprendre, la notice. Ton problème, c'est pas ta compétence lire que tu maîtrises. Le problème, c'est que pour pouvoir s'adapter dans un contexte nouveau, pour comprendre un texte, avant, il faut maîtriser 95 à 98% du vocabulaire et des concepts. Donc, quand tu fais les tâches complexes au début, en fait, les élèves sont juste en surcharge cognitive, ils n'y arrivent pas. Alors que quand tu les mets à la fin, ils arrivent à utiliser ce qu'ils ont appris avant pour le mettre en action. Et c'est là aussi qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont appris à l'école est en fait utile et efficace et qu'ils sont capables de faire des choses. Et ces moments-là sont aussi très importants. Et c'est dans ce moment-là, on va regarder quelles compétences les élèves maîtrisent et ne maîtrisent pas. Comment est-ce qu'ils appliquent ce qu'on a vu à l'école dans des contextes nouveaux.
Ouais. Et puis il y a aussi là l'importance de tisser en fait et de permettre aux élèves, certains font les liens tout seuls, certains se rendent compte que ah ben tiens je vais utiliser telle compétence et telle compétence et je vais faire la tâche complexe, parfois même de manière assez intuitive, mais il y a des élèves aussi qui vont avoir besoin qu'on nomme les liens et qu'on leur montre les liens et c'est intéressant du coup de pouvoir découper pour pouvoir ensuite leur dire ben tu vois quand tu as fait ça dans telle activité, ben là tu vas avoir besoin d'utiliser les trois pour pouvoir résoudre cette tâche complexe. Et l'autre avantage aussi, c'est quand on doit adapter à des élèves qui ont de réelles... Enfin, pas que les autres soient fausses, mais des difficultés profondes, par exemple, liées à des handicaps, etc. Ben, quand on est capable d'identifier quelle bouchée pose problème à tel élève et ben on va pouvoir aussi trouver à quelle bouchée on va devoir pallier, contourner ou détourner pour permettre quand même à l'élève d'aller faire sa tâche complexe. Oui, alors ce qu'il y a aussi en tâche complexe en classe adaptative, c'est que les élèves sont pas seuls. Donc l'étayage ne vient pas de l'enseignant, il vient du groupe. Ce qui est aussi beaucoup plus reposant pour les enseignants. Et du coup, c'est ce que tu disais au début, il y a beaucoup moins besoin de différencier en classe adaptative. Je vais te donner deux anecdotes pour faire comprendre. Moi, je faisais ça en collège. Et une année, j'ai eu un élève dans ma classe 10, multi-10, tu sais, des élèves. Ouais. Et bon, il avait un parcours scolaire un peu chaotique, il était en 5e. On a eu une grande réunion début de l'année pour nous expliquer. La mère était vraiment, enfin, tu sentais que c'était difficile pour elle, donc elle essayait de nous coacher. Et je lui ai dit, écoutez, madame. Elle me dit, voilà tout ce qu'il faut faire pour l'adaptation, tac, 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 tac. Je dis, écoutez, madame, moi, c'est pas le premier élève 10 que j'ai, c'est vrai. Et je ne fais jamais aucune adaptation pour ces élèves et ça se passe toujours très bien. Faites-moi confiance, et puis on fait le point à tout ça. Hein. Si vous me dites qu'en fait, il y a besoin d'adaptation, on les fera. Mais je sais que mon système est suffisamment souple pour s'adapter à tous les élèves, y compris à votre enfant. Si il y a de bonne volonté, ça va bien se passer. Écoute, ce qui s'est passé avec cet enfant, c'était incroyable. Donc, à tout ça, mais évidemment, j'ai pas vu la mère. L'enfant, il avait, je sais plus, mais il avait 15-16 de moyenne, ça se passait très bien. Et surtout, il l'écrivait. Pas tout le temps, pas bien, mais il écrivait. Et je me souviens en conseil de classe, tous les profs qui avaient fait toutes les adaptations, etc. Ah, mais il écrit pas, c'est compliqué, malgré les adaptations. On avait parlé, c'était compliqué dans toutes les autres matières. Et moi, je dis, écoutez, moi, j'ai aucun problème. Puis quand c'est son tour d'écrire, il écrit. Parce qu'il écrit en faisant des fautes. Oui, je m'en moque. Il fait des schémas, il écrit et il me fait 3 pages sans aucun problème, tu vois. On parlait d'un enfant qui n'avait pas à faire 5 lignes en français, il faisait 3 pages en physique. Et quand j'ai vu la maman en janvier, elle m'a dit, mais merci, mais vous imaginez pas à quel point mon fils se sent bien, parce que déjà, il n'y a pas d'étiquette en physique. Il a la même chose que tout le monde. Il n'est pas l'élève un peu bizarre à qui on est obligé de faire des adaptations. Il a juste la même chose que tout le monde. Il réussit avec qui il est, etc. Et tu sentais vraiment que c'était une légèreté pour à la fois cette maman et cet élève. Et donc là, cette année, j'accompagne donc des enseignants en primaire. Et ils m'ont dit, donc il y a une modalité d'entraînement où on fait des groupes hétérogènes et puis les élèves écrivent. Et puis il y a une enseignante en cycle 2 qui me fait, mais tu sais, moi, j'ai deux élèves avec des plans spécifiques, des AVS. Comment j'adapte ça aux élèves? Je dis, mais t'adaptes pas. Je dis, mais c'est pas possible, on est obligé d'adapter, tu te rends pas compte, ils ont des troubles de l'apprentissage. Je dis, non, ne t'adaptes pas. Tu laisses, le groupe va se faire, enfin, ils vont y arriver. Elle me dit, oh, bon, coup, je te fais confiance, j'y vais. Et elle est revenue une semaine après, elle m'a dit, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. On met pas les étiquettes, du coup, les élèves se lancent, l'erreur est pas pénalisée, ils sont en groupe, donc les autres élèves les aident. Puis des fois, ils ont des idées sur des choses que des fois les autres voyaient pas, parce que ne pas être dans le moule, ça veut dire aussi qu'on a une force de diversité. On a une autre façon d'aborder les problèmes. On peut apporter des choses que les autres n'envisageaient pas. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans les classes adaptatives et qui étonne beaucoup les enseignants. Ouais. Je crois que ce qui est important de préciser là dans ce que tu dis, enfin de repréciser parce que tu l'as dit, hein, mais qu'il faut que les gens entendent, c'est que en fait c'est pas vraiment qu'on n'adapte pas tout court, c'est que t'as pas besoin de le faire. C'est que t'as pas besoin de le faire parce que le système que t'as mis en place dans ta classe fait que les adaptations se font malgré toi, sans que tu aies à les anticiper, sans que tu aies à créer un menu différent. En fait, la souplesse de ton buffet fait que tout le monde va y trouver son compte. Et voilà, faudrait pas que ce soit mal interprété mais si, j'ai entendu Marie-Camille qui disait qu'il n'y avait pas besoin du tout d'adapter aux élèves ouais, dans le cadre de la classe adaptative et parce que, du coup, le fonctionnement de la classe fait que ça fonctionne. Pour moi, quand
il n'y a pas besoin d'adapter. Pour moi, je vais plus loin que ça, il n'y a pas besoin d'adapter. Mais si tu vois qu'il y a un élève qui a un problème avec ton système, c'est qu'il faut changer le système. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois pas adapter un système STF, c'est qu'il y a un problème avec ton système. Et donc, c'est pas, il faut pas adapter pour cet élève-là, il faut adapter pour que ça convienne à tous les élèves. Tu vois, si tu veux, ce que je dis, c'est encore plus profond. Et tu sais que tu es arrivé là quand les adaptations, entre guillemets, qu'il y a à faire sont à la marge ou que c'est des petites choses, etc. Et en plus, c'est beaucoup plus souple parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic, des neuropsies, des étiquettes. C'est juste, il y a un élève qui dit, bah, ça, j'arrive pas à faire. Ok, t'arrives pas à faire. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est intégré dans ton système. C'est intrinsèque à ton système, en fait. C'est exactement ça. C'est intrinsèque à mon système. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est intrinsèque. Le système, c'est la classe adaptative, en fait. Le système s'adapte de façon stable à chacun des élèves et aussi à l'enseignant. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire d'adaptation supplémentaire. C'est le système tout entier qui s'adapte. Ouais. Et est-ce que tu pourrais illustrer d'un exemple, je sais pas, de 5 minutes, de 2 minutes de classe adaptative, qu'est-ce que, imaginons, je suis là, nous permettre de visualiser un peu qu'est-ce qui se passe pendant 2 minutes dans une classe adaptative? Alors, ça va dépendre beaucoup de si on est en primaire ou en secondaire. Hein, le système n'est pas exactement le même, mais pour prendre un exemple. En primaire, il y a 6 modalités en classe adaptative. Il y a la leçon. Le prof expose une leçon qui a un temps très court, qui fait environ 10% du temps. Ensuite, il y a le modelage, où le prof va expliquer, mettre un haut-parleur sur sa pensée. Hein. Il y a beaucoup de... On sert beaucoup de l'enseignement explicite qui a fait ses preuves. Donc, on fait du modelage où on met un haut-parleur sur notre pensée, on explique comment telle chose est faite. Et après, tu as des temps d'entraînement où les élèves vont être en groupe hétérogène, où il va y avoir des questions sur ardoise, ou alors des groupes Kagan. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de la pédagogie coopérative Kagan, où ils découpent leur ardoise en 4. Puis, par exemple, le premier écrit une fraction, le deuxième, on fait tourner, après on écrit le fraction mais en lettres, après on écrit en décimale. Enfin, tu vois, toutes les écritures du nombre, par exemple. Tu peux le faire en français, tu peux le faire sur plein de choses. Ça, c'est l'entraînement, où les élèves vont aussi fabriquer des flashcards, s'interroger avec des flashcards, ce genre de choses. Après, tu as une modalité autonomie, où en fait, toutes les flashcards, tous les outils d'autocorrection qu'on a mis en place, les élèves vont le travailler de façon autonome. Donc, on va être assez proche de ce qu'on peut voir dans des classes type Montessori, où les élèves utilisent leur carnet pour voir ce qu'ils doivent travailler. Ils vont aller dans un morceau de la classe, choisir du matériel autocorrectif et le mettre en place, avec plus ou moins d'écriture suivant que tu es en cycle 2 ou en cycle 3. Après, tu as les missions, les fameuses tâches complexes dont je te parlais. Donc, les élèves, là, sont en groupe homogène. Donc, suivant les profils d'apprentissage, tous les élèves rapides ensemble, tous les élèves qui ont un peu plus de difficultés ensemble, ce qui fait que ils peuvent vraiment réfléchir à leur niveau chacun. Et l'idée, c'est de remplir une mission qui, idéalement, n'est sans plancher, sans plafond. Donc, typiquement, écrire un article pour le journal de la classe, tu vois. Ça, tout le monde est capable d'écrire un article et un article n'est jamais fini. Et la dernière modalité qui arrive 1 à 2 fois par jour, quand même en primaire, c'est l'évaluation. L'élève se pose et il est évalué sur un des savoir-faire du programme et il peut être évalué 5, 6, 7, 8, 9 fois dans l'année sur le même savoir. Et à chaque fois qu'il réussit, il gagne une validation. Donc, il colorie son carnet de réussite. Donc, quand tu regardes une classe, tu es toujours dans une de ces 6 modalités. Et ces 6 modalités, tu vois, c'est pas tu fais du français puis des maths, c'est on fait une nouvelle notion. Par exemple, là, il y a un collègue qui m'a envoyé une vidéo de sa classe en CE1. La nouvelle notion, c'était la phrase. Donc, on met un point, une majuscule, etc. Et le modelage, c'était sur encadrer un nombre. Donc, après et donc, dans la même demi-journée, ils avaient la leçon sur la phrase et le modelage sur le nombre. Et le lendemain, ça peut être l'inverse. La leçon, c'est du français et le modelage des maths. Enfin, donc, du coup, l'inverse. Okay. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, je vois. Donc, en gros, du coup, le cadre que ça apporte, c'est dans ta façon de faire, c'est qu'il y a un nombre de modalités et on sait dans quelle modalité on est, si on est dans du modelage, si on est dans de la leçon, dans de l'entraînement, dans de la tâche complexe que tu as appelée mission, ou si on est dans de l'évaluation. Et du coup, c'est marrant, c'est une autre entrée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas du tout ce vocabulaire-là. Enfin, si, certains oui, mais du coup, c'est une autre façon de lire la classe, je trouve. C'est intéressant d'avoir ça.
Et du coup, les élèves savent à chaque instant ce qui est attendu d'eux. L'activité élève est la même, tu vois. En modelage, ils sont toujours en train d'écouter le prof. En leçon aussi, mais en entraînement, ils sont toujours avec leur ardoise. Et du coup, les élèves, ça permet de ritualiser les comportements attendus des élèves de façon beaucoup plus simple, parce que c'est toujours la même chose qui est attendue dans toutes les modalités. Enfin, dans chacune des modalités, plutôt. Ok. Et j'avais une question par rapport à la place du numérique dans ta pratique de la classe adaptative. Quelle importance elle a et est-ce qu'on peut faire de la classe adaptative sans être équipé numériquement Alors, en primaire, c'est tout à fait possible, puisque du coup, tu peux faire plein de choses en papier dans ta classe. Bien sûr, tu gagnes à avoir un petit peu de numérique parce que en classe adaptative, il y a beaucoup de place pour les tuteurs intelligents, type la Lilo, Matero, les rallyes lecture, tous ces genres de choses. Elles trouvent complètement leur place dans la classe adaptative. C'est beaucoup plus simple si tu as du numérique. Dans le secondaire, si tu as ta salle, bah, du coup, c'est la même chose qu'en primaire, donc ça pose pas de problème. Si tu es au lycée, ça pose pas de problème parce que les élèves ont un smartphone en lycée. Donc, tu vas utiliser le smartphone des élèves. Là où c'est un petit peu challengeant, c'est si tu es en collège sans aucun numérique. Parce que du coup, tu vois, les élèves qui veulent écouter, quand ils y arrivent pas et qu'ils ont besoin de réécouter le cours, bah, si tu leur donnes un papier, souvent les élèves, ils ont besoin de réécouter, donc ils ont besoin d'avoir la vidéo, ils ont besoin de revoir. Et du coup, c'est un peu limité par ça. Mais souvent, ce qu'on regarde chez les enseignants, c'est comment avoir accès de temps en temps, enfin, une fois par semaine, soit à la salle info, soit à la classe mobile, ou même, tu vois, ce matin, je conseillais à une enseignante de langue d'aller voir la direction et demander d'acheter juste 6 tablettes pour la classe, tu vois. C'est pas un énorme investissement, 6 tablettes. Et avec 6 tablettes, ça suffit largement. Largement. Donc, tu vois, tu peux par exemple partager la classe mobile en 2 ou 3 avec des collègues et ça marche très bien. Ouais, ok. Est-ce que tu as envie de partager un autre truc indispensable à savoir quand on veut un peu se lancer en classe adaptative ? L'idée, je pense, principale, c'est de... ce qu'on a dit pour que les élèves apprennent, etc., c'est vrai aussi pour que les enseignants apprennent. Et donc, il faut accepter de se tromper. Il faut accepter de faire de l'essai-erreur. Il faut accepter de regarder ses erreurs sans jugement. Et en tant qu'enseignant, des fois, on se dit « Ah, mais je peux pas me tromper parce que du coup, mes élèves, ils vont... » Non. Surtout dans le secondaire. Alors, dans le primaire, en plus, bah, tu te trompes pendant une semaine et puis la semaine d'après, tu corriges et puis voilà, quoi. Dans le secondaire, au pire, on met plus de temps à récupérer parce qu'on les voit moins, les élèves, les rituels sont plus faciles, sont plus difficiles à changer. Mais que souvent, on voit l'erreur de l'enseignant comme étant quelque chose d'absolument rédhibitoire, tu vois. Mais si j'essaye quelque chose dans ma classe, ils vont se sentir comme des cobayes et du coup, je vais les pénaliser, je n'ai pas le droit de faire ça avec mes élèves. Et moi, j'aime bien retourner les choses en disant, mais en fait, les élèves que tu as en face de toi, c'est tes élèves. Mais les élèves que tu vas avoir l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après, ce sont aussi tes élèves. À chaque fois que tu t'empêches de faire une erreur, tu t'empêches de progresser, tu t'empêches de monter en expertise pédagogique. Et les élèves que tu pénalises, c'est tous les élèves que tu vas avoir tout au long de ta carrière. Et ces élèves-là, tu n'as pas le droit de les laisser tomber. Et donc, c'est pas parce que ceux d'en face, tu connais leur visage, qui sont plus importants que ceux que tu auras dans 10 ans. Et en plus, sur les 10 prochaines années, tu auras 10 fois plus d'élèves que juste pendant cette année-là. Donc, c'est important d'être le prof de tous les élèves qu'on va avoir dans notre carrière et pas juste de ceux qui sont là devant. Et l'autre chose, c'est attention à se comparer à ce qui est comparable. Donc, pas se comparer à quelqu'un qui a 10, 20 ans d'expertise ou moi qui suis en classe adaptative depuis super longtemps, mais est-ce que ce que je fais cette année, c'est mieux que ce que je faisais l'année dernière? Ça. Et bienveillant avec soi-même et tester. Et voilà, quoi. Ouais, et puis j'avais envie d'ajouter, c'est une façon de modeler pour les élèves le rapport à l'erreur et à l'apprentissage. Donc on est tout à fait dans... C'est ce que je dis souvent en coaching et parfois et en formation, c'est finalement, mais attends, mais ça, si c'était un de tes élèves ou si c'était un de tes collègues, en fait, tu trouverais ça intéressant de rebondir, enfin, tu l'accepterais, t'encouragerais, etc. Donc en fait, d'être bienveillant avec soi-même... de la même bienveillance qu'on a à l'égard des autres et de nos élèves, en fait. Oui, c'est ça. Et... C'est exactement ça. Comment tu peux dire à des élèves, n'hésitez pas à vous tromper, ça fait apprendre, si toi, tu t'autorises pas. L'apprentissage, on le sait, hein, surtout vous en primaire, vous le savez encore plus que nous, il y a 25% des choses qu'on leur apprend, ça passe parce qu'on leur dit, et 75% des choses, ça passe parce qu'on leur montre en étant nous-mêmes ce qu'on incarne, quoi. Ouais.
Ben, franchement, c'est très joli comme phrase de conclusion. Parfait. Alors, est-ce que Marie-Camille, si les auditeurs, auditrices ont envie de te retrouver, de te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire sur la toile? Alors, le plus simple, c'est de me retrouver sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Marie-Camille Couder. Je ne suis pas très originale quand je vais chercher des noms. Au moins, c'est efficace. Voilà, je suis aussi sur Instagram, mais l'avantage de YouTube, c'est que je fais une vidéo longue par semaine où je donne vraiment des pistes concrètes, voire des outils pas à pas pour les enseignants. Et c'est pas non plus à vous abonner à ma newsletter, puisque je donne régulièrement vraiment des pistes concrètes pour les enseignants qui veulent justement, comme je dis, retrouver du plaisir en classe, retrouver du temps pour eux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. C'est l'enseignant fait partie intégrante de la classe et c'est important que son temps de travail soit reconnu et qu'il soit raisonnable et qu'il ait du plaisir à venir en classe et que ça ne lui prenne pas tout son temps libre. Eh bien, super. C'est marrant parce que du coup, on fait les choses différemment, mais on va dans le même sens avec nos activités, avec nos médias. Et c'est ça qui m'avait attirée chez toi quand moi, je te suis sur Instagram. Et de me dire, finalement, on dit les mêmes choses, on va dans le même sens et on n'a pas forcément le même chemin pour y arriver, mais c'est complètement complémentaire. Enfin, voilà, et je trouve ça vraiment chouette. Merci beaucoup pour ce partage et pour ce temps que tu m'as accordé. Merci à toi, Émilie. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.